Finance, un petit mot déjà de l'ambiance. C'est vrai que la géopolitique, on va dire, sur le front des matières premières, joue très souvent, notamment quand on parle d'énergie. Et c'est vrai que là, on a l'affaire malienne, on a les événements en Algérie, et pourtant, on n'a pas de tension extraordinaire. Quel commentaire ça vous inspire? Alors d'abord, on a une année 2012, comme on l'avait dit, qui avait été relativement stable sur le prix des matières premières. Ce qu'on constate quand même, c'est une petite hausse du prix des métaux précieux depuis le début de l'année, d'ailleurs assez forte sur platine et palladium, dont on parlera un peu après. Sur le front de l'énergie, on avait plutôt des perspectives qui étaient stables, voire baissières. Il faut bien voir qu'on a une situation globalement macroéconomique qui n'est pas très emballante et que les prévisions d'augmentation de consommation de pétrole sont quand même pas très significatives, même si on a eu des bons chiffres en Chine, mais qui prêtent quand même un petit peu à interprétations diverses et variées. Pour l'instant, on est plutôt stable sur les prix du pétrole et on ne voit pas de gros risques à court terme, en tout cas, sur le front, on va dire, géostratégique ou géopolitique. Malgré tout, on sait que Goldman Sachs en a parlé ce matin en disant qu'on avait des risques plus globaux, on va dire, au niveau du Moyen-Orient et que, comme chaque année, on va dire, si jamais ces risques se manifestaient, en particulier avec le risque iranien dont on parle un peu moins, eh bien, on reverrait surgir les fameux $150 dont on parle, je dirais, depuis quasiment 2008. C'est pas tout à fait l'optique dans laquelle on est pour le moment. On sait que y a une grosse pression sur les prix du pétrole en ce moment et qui sont encore élevés, puisqu'on parle de $110 pour le Brent. Le WTI, lui, remonte par rapport au Brent. Mais comment on explique ce resserrement du spread qu'on avait pris l'habitude de voir très nettement s'écarter? En fait, c'est exactement pour les mêmes raisons qu'on avait eu un spread qui s'était créé. Aujourd'hui, on a remis en place, en fait, on a inversé des pipelines aux États-Unis qui permettent de libérer un petit peu la source de stockage du WTI dont on parle depuis un moment. Et donc, le fait d'avoir... À Cushing, c'est ça? Exactement, à Cushing, le fait d'avoir libéré un petit peu ces stocks, permet de retrouver une distribution plus importante et donc un resserrement du spread puisque ce pétrole est à nouveau disponible. Il pourrait continuer encore un petit peu. On avait des objectifs, je crois, quasiment sur maximum sur l'année qui était autour de $8-10. Donc on a déjà resserré à 13-14. Donc bon, évidemment, la marge est moins importante maintenant. Les métaux précieux, vous le disiez, il y a eu pas mal de tensions. On a vu notamment l'once de métal fin revenir tout près des $1 700. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, on expliquait aussi en partie le fait que la fin d'année n'a pas été très bonne pour l'or. Alors, peut-être un réarbitrage au profit d'actifs d'autres actifs risqués comme les actions. On l'a vu. Là, on l'entend entre autres chez vos invités, il y a une certaine prudence en ce moment. Donc, on repart un petit peu sur les choses qui paraissent refuge. L'or était revenu à un prix qui était moins important. On a eu quand même les publications de World Gold Council, du GFMS, donc c'est vraiment les entités les plus représentatives en termes d'informations sur l'or et sur les métaux précieux. Il se trouve qu'on a battu un record encore d'achat de la part des banques centrales sur l'or, quasiment 580 tonnes d'achat d'or sur l'année 2012, c'est colossal. On rappelle qu'il y a encore quelques années, elles étaient vendeurs sur les mêmes proportions. Donc on a une inversion totale du marché. Les prévisions sont plutôt à une poursuite de la hausse de ces institutions. L'investissement est toujours très présent, c'est-à-dire que même s'il n'est pas en accélération, on a toujours un investissement quasiment depuis 2009 qui reste stable dans l'or. Et dans le même temps, vous aviez toute une consommation de la part aussi bien des industriels que du secteur joaillier, qui reste stable également. C'est-à-dire que peu importe l'appréciation du cours de l'or, vous avez toujours une demande physique qui est très présente. On le rappelle, on l'a déjà dit dans des pays où c'est une tradition, quel que soit le cours de l'or, ils sont obligés d'acheter. Vous ne pouvez pas vous marier en Inde ou même dans les pays du Maghreb si vous n'apportez pas un minimum de dot en or. Donc il n'y a pas de question sur le sujet. Il y a toujours une poursuite des achats d'or physique et c'est un très fort soutien. Quid du palladium, vous l'avez dit, et puis de l'argent. Il y a eu quand même pas mal de petites brèves comme ça sur les sites qui parlent de matières premières où on évoquait un petit peu les tensions aussi sur l'argent. Alors peut-être moins significatives que sur l'or ou que sur le palladium, mais qu'est-ce qu'il en est? Alors sur l'argent, c'est très corrélé au cours de l'or. Sur les 10 dernières années, même bien au-delà, vous regardez, vous avez une corrélation. Et souvent, c'est un peu plus volatile. Vous trouvez un petit peu plus de volatilité. En fait, c'est surtout dû, on l'a constaté ces derniers temps, au fait que vous avez une très forte accélération sur le cours de l'argent en 2010, en particulier du fait des investisseurs financiers. On peut clairement parler de spéculation à un moment sur ce marché, qui fait qu'il a beaucoup monté et donc il est redescendu
de manière assez significative pour rejoindre en gros le cours de l'or. Donc c'est cette image qu'on a récemment et puis les histoires des années 70-80 effectivement sur l'argent. Malgré tout, vous avez une forte corrélation. Et ce dont on parle souvent, c'est que vous avez un rapport en fait entre le cours de l'or et l'argent, c'est-à-dire qu'historiquement, on va dire sur les 800 ou 900 dernières années, vous avez une moyenne. On monte loin là. Oui, on va loin. Oui, parce qu'en fait, ce sont les deux métaux qu'on utilisait, enfin en tout cas historiquement comme monnaie. Donc vous avez toujours eu un rapport quand ces deux métaux étaient utilisés comme monnaie absolue, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de billet de banque. Et historiquement, on parle d'un rapport de 1 à 16. Voilà. C'est-à-dire que vous avez traditionnellement, pour une once d'or, 16 onces d'argent. Bon. Aujourd'hui, le rapport, c'est 1 à 53. Ouais, là, aujourd'hui. On pourrait le voir remonter. Donc vous avez plein, sur les 900 vous avez plein d'investisseurs qui se disent on va revenir à un moment à la moyenne historique. Alors on parle d'une moyenne historique qui est quand même relativement longue. La remarque qu'on peut faire, c'est que globalement sur ce qui a été extrait, une évaluation depuis le début de l'humanité, on a à peu près extrait 10 fois plus d'argent que d'or. Donc on pourrait dire qu'il y a un rapport de 1 à 10. Alors on peut dire que c'est un rapport de 1 à 20, mettons, mais 1 à 53, ça, pour beaucoup ça fait exagérer. Donc certains se disent il y a certainement beaucoup plus à faire avec l'argent qu'avec l'or si les métaux précieux s'apprécient. Et ben voilà, la vision et l'explication sur très longue période de Xavier Leblanc. Merci beaucoup Xavier, directeur général délégué de Prime Finance. Allez, restez avec nous. Bien sûr, Intégral Placement continue dans un instant. Le CAC gagne 0,3%. Dans un instant, ce sera le journal de l'économie. Et puis juste après, on parlera bien sûr de votre argent avec quelques